Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. En compagnie de Marc-André, eh bien, on va faire un survol de la 16e semaine d'activité de la NFL. Ça va commencer dès jeudi soir. On va également y aller, bien sûr, de nos réactions excessives. Marc-André va y aller de ses conseils fantasy football et je vais répondre à vos questions dans le cadre de la minute des fans. Mais tout d'abord, Marc-André, commençons par nos réactions excessives à la suite de la 15e semaine d'activité du côté de la NFL. Je vais y aller en premier. Et puis, ma réaction excessive, elle concerne les Lions de Détroit. Pour moi, les Lions ne sont plus des aspirants au Super Bowl. Ils ne vont même pas terminer au Oh, premier rang de la section nord de l'Association nationale en raison des nombreux blessés que Détroit a. Ça n'a pas de bon sens. Là. Depuis des semaines, du côté de l'unité défensive, on perd des joueurs. On perd des joueurs au niveau du front, de la défense, puis ces joueurs-là se retrouvent sur la liste des blessés pour le reste de la saison. Mais en plus de ça, on a appris que David Montgomery, l'excellent porteur de ballon, eh bien, il est ennuyé par une blessure à un genou qui met fin à sa saison régulière. Juste au moment où je me dis, OK, bon, malgré les nombreux blessés en défense, on va pouvoir miser sur notre jeu au sol afin de contrôler le temps de possession, garder la défense sur les lignes de côté. Là, on perd les services de Montgomery, ce qui veut dire que toute l'attaque au sol, ou à peu près, va reposer sur les épaules de Jameer Gibbs. Alors, la belle histoire de cette édition des Lions de Détroit, malheureusement, ça va mal se terminer. Pour moi, les Lions, je ne les considère plus comme des aspirants. Parce que la défense est trop mauvaise, tout simplement. À un moment donné, il faut que tu sois en mesure d'arrêter les attaques adverses. Puis on va être incapable de le faire là, du côté des Lions. selon moi, je pense que cette division-là et peut-être même l'association va jouer sur le dernier match de la saison entre les Lions et les Vikings parce que même si les Lions, selon moi, sont diminués, je pense qu'on peut quand même battre les Bears, qu'on peut quand même battre les 49ers en ce moment. Donc, j'ai bien hâte de voir, mais oui, c'est audacieux comme prédiction. Puis je pense de plus en plus que mes Eagles sont la meilleure formation de l'association nationale en ce moment. En fait, Bon, on est sur tu une belle glisses les lancée, Eagles c'est sûr. là-dedans? On est sur une Les Eagles sont sur une belle lancée. C'est pas comment tu commences une saison, c'est comment tu finis. C'est toujours ça, euh, C'est la vrai. chose dans la NFL, au football en général, au football en général. Ma réaction Ouais. excessive C'est de mon dommage que le côté, Super Bowl Didier, n'avait c'est pas que lieu il y a un mois, les Lions l'auraient gagné. Oh, excuse-moi. effectivement, non, non, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Lyon-Bill, ça va peut-être être ça encore le Super Bowl, hein? Qui sait cette année? Bref, Moi, je crois pas. ma Je crois réaction pas que les Lions vont excessive, se rendre. non, non. Bon. Ma réaction excessive, c'est que les Ouais. 7 formations éliminatoires dans l'association américaine, avec 3 semaines à faire, sont déjà connues. À la suite de la défaite des Colts face aux Broncos et des Dolphins contre les Titans, je pense que les équipes qui vont accéder aux éliminatoires sont les Ravens et les Steelers dans la section nord. Dans l'est, on va avoir les Bills. Dans le sud, les Titans. Et dans l'ouest, on va avoir les Chargers, les Broncos et les Chiefs. Les Chargers, personnellement, je trouve que les Chargers ne jouent pas du Il n'y a bon rien football en ce d'excessif moment. là-dedans, là. Ah, Il n'y a rien ben, tu sais, les d'excessif gens voient là-dedans. Quand on encore. regarde le portrait des éliminatoires du côté de l'américaine, là, c'est pas mal décidé, là. Ben, les gens disent peut-être que les Dolphins, si ils se mettent à bien jouer, les Bengals essaient de faire une poussée peut-être de fin de saison pour essayer de rentrer. Bref, les Chargers ne jouent pas du bon football. C'est un peu l'équipe, disons, on the bubble, qu'on dit en anglais, là, qui est un peu qu'on pourrait voir peut-être sortir du portrait des éliminatoires, mais j'ai regardé leurs 3 prochains matchs pour conclure la saison. Il faudrait que les Chargers perdent tous leurs matchs et ils affrontent des Broncos cette semaine. Ce ne sera pas facile, mais ensuite, les Patriots et les Raiders. Fait que je peux pas croire que les Chargers Ah. vont perdre ces 2 matchs-là. Vont à tout le moins en gagner un. Donc, moi, je pense que c'est réglé dans l'association américaine. On a le portrait des éliminatoires. C'est pas super excessif, je suis désolé. Ouais, c'est fou. Ouais, qu'est-ce qui est fou là-dedans, c'est que, écoute, je pense que c'est depuis peut-être bon, peut-être pas le mi-novembre, au moins la fin novembre, là, que ces 7 équipes-là tu sais, qu'on a déjà une bonne idée là, du portrait du côté de l'association américaine en termes des 7 formations qui vont participer aux éliminatoires. Moi, je me disais, éventuellement, il y a une de ces équipes-là qui va peut-être s'écrouler, puis l'équipe qui est dans la course va pouvoir les devancer. Puis non, on a notre portrait, on a nos 7 équipes. Il y a juste à déterminer le Mhm. classement final, mais il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas d'implosion en fin de saison régulière. Didier, avant de faire le survol de la semaine 16 dans la NFL, il faut absolument revenir sur cette transaction des Alouettes. Ça s'est passé mardi aux alentours de 16 heures que les Alouettes ont échangé Cody Fajardo
aux Elks d'Edmonton en échange des droits de McLeod Bethel Thompson. Euh, Danny Machocha l'avait dit lorsqu'on a signé Davis Alexander que c'était les Alouettes étaient l'équipe de Davis Alexander pour la suite des choses. Et il est passé de la parole aux actes. Il a échangé son quart, qui a été le joueur par excellence de la Coupe Grey en 2023, à Edmonton, contre un quart d'expérience, un vétéran qui pourrait venir épauler Davis Alexander. Ouais, ben c'est ce que Danny Machocha nous avait dit, hein. Souviens-toi, lors du point de presse, lorsqu'on a annoncé bon, la prolongation de contrat à Davis Alexander, Machocha avait été clair hein, que c'était pas sur la table la possibilité que Fajardo demeure avec les Alouettes en tant que carrière réserviste. Il avait dit qu'ils allaient essayer d'accommoder Fajardo dans la mesure du possible afin de lui trouver une formation avec laquelle il allait avoir des chances de devenir carrière partant. Donc, c'est le cas là, avec les Elks d'Edmonton. Une autre chose que Matt Rocha avait dit, c'est qu'il voulait avoir une carrière d'expérience derrière Davis Alexander. Puis pour moi, c'est primordial. C'est vraiment important qu'on soit en mesure d'avoir une carrière qui a d'expérience de la Ligue canadienne. Parce qu'Alexander, on a beau l'aimer, on a beau trouver qu'il est talentueux, mais il a juste obtenu 4 départs. Là. La saison dernière, il a juste 4 départs en carrière. On sait à quel point le calendrier de la Ligue canadienne est long, 18 matchs, c'est rigoureux. Et on a besoin d'avoir 2 bons carrières, parce que les carrières partant finissent toujours par se blesser. C'est ce qu'on voit du côté de la Ligue canadienne à tous les ans. Toutes les équipes, à peu près, utilisent 2 quarts durant la saison. Ça a été le cas des Alouettes. Bon, la saison dernière, je vais parler des 4 départs qu'Alexander a eu. Mais souviens-toi, il y a 2 ans, Cody Fajardo avait subi une blessure et Caleb Evans avait obtenu 2 départs. Il avait gagné ces 2 matchs-là. Donc, c'est important de pouvoir miser sur 2 carrières. Moi, j'ai hâte de voir est-ce que McLeod Thompson il a bel et bien l'intention de poursuivre sa carrière. Et pas juste ça. Est-ce qu'il est prêt à accepter son rôle de réserviste derrière Davis Alexander et d'aider Alexander à l'encadrer, si on peut dire? Est-ce qu'il peut jouer le rôle du bon vétéran? Parce que des fois, pour les joueurs, c'est difficile d'accepter ça. Il faut passer à une deuxième phase, à une autre phase de notre carrière, accepter d'être un joueur réserviste. Alors, est-ce que McLeod Bethel Thompson est prêt à accepter ce rôle-là? J'ose croire que Danny Machocha a eu des discussions avec lui ou qu'il va en avoir. Ça va être primordial. Mais j'aime cette acquisition-là. J'aime cette transaction-là. Fajardo n'allait pas être de retour. Ça prenait un vétéran au poste de quart. Alors, c'est ce qu'on vient de faire du côté des Alouettes. Et on parle de vétéran qui a gagné des matchs dans la Ligue canadienne, là, qui est capable d'avoir de bonnes performances. Qu'est-ce que tu retiens du passage de Fajardo à Montréal, Didier? Ben, la Coupe Grey à la suite de la saison Mhm. 2023, hein, moi, je vais toujours me souvenir de son quatrième quart contre les contre les Blue Bombers de Winnipeg lors de ce match de la Coupe Grey, puisque ça a mis fin à la disette des Alouettes là, de 13 ans sans Coupe Grey. Euh, Moi, je couvre l'équipe à temps plein depuis quoi, 2011, puis les Alouettes n'avaient même pas participé à une Coupe Grey, Marc-André. Alors, c'est la passe qu'il a complétée en troisième essai à cause Speaker, suivi de sa passe de toucher pour la victoire au match de la Coupe Grey à Philpott. Ça, je vais m'en souvenir pendant très longtemps. Alors, moi, c'est ça que je vais me souvenir du passage de Cody Fajardo à Montréal. Il a permis aux Alouettes de gagner un championnat. Alors ça, c'est pas peu dire. Il faut le respecter pour ça puis lui rendre hommage pour ce qu'il a été en mesure d'accomplir. Il avait l'air d'un gars également apprécié dans le vestiaire. Il avait toujours l'air sympathique. Il avait l'air d'un gars sympathique aussi avec les journalistes. Oui, ouais, très généreux dans ses réponses, toujours disponible après victoire ou défaite, peu importe. Moi, j'ai vraiment aimé couvrir Cody Fajardo, puis je lui souhaite la meilleure des chances à Edmonton. On sait que les Elks, eux, sont en mode reconstruction, alors et qu'on mis sur un carrière canadien en Ford. Puis il semble que, d'après les propos que le nouveau DG des Elks, Ed Hervey, a dit, il me semble que Ford allait être le partant au début de la saison, mais quand même, c'est une opportunité pour Fajardo si ça va pas bien pour le carrière canadien, de le remplacer éventuellement, de devenir le carrière partant des Elks d'Edmonton. Fajardo, lui, il est convaincu qu'il est en mesure de jouer à un haut niveau comme il l'avait fait au début de la dernière saison pour les Alouettes. Donc, on verra l'été prochain si ça sera le cas. Mais, écoute, il a mené les Alouettes à une conquête de la Coupe Grey. C'est un championnat auquel personne ne s'attendait. Et pour ça, on va toujours devoir lui rendre crédit. Et pour Bethel Thompson, chose certaine, je trouve que les Alouettes sont en meilleure posture il y a quelques années pour attirer ou pour convaincre un joueur de venir à Montréal, de s'établir à Montréal. On a des résultats depuis 2 ans.
On a un propriétaire solide également avec des reins solides. On n'a pas de controverse au deuxième puis au troisième étage. Donc, on a gagné la Coupe Grey, on a terminé au premier rang dans l'Est l'année dernière en saison régulière. Donc, puis justement, il y a un petit lien aussi là, avec Anthony Calvillo, qui est Beto Thompson, et lors de son passage avec les Argonauts et Mark Trestman, ben, Anthony Calvillo faisait partie également du groupe d'entraîneurs. Donc, il y a un petit lien aussi déjà qu'on peut établir entre les Alouettes et Beto Thompson. Donc, ça reste à voir, mais je trouve que les Alouettes, avec le travail que Danny Machocha a fait au cours des dernières années, je pense qu'ils sont mieux nantis pour justement convaincre un joueur de cette trempe-là de devenir un quart numéro 2 à Montréal. Oui, ben alors on va voir. Premièrement, il ne faut pas oublier que Bethel Thompson n'est pas sous contrat pour la saison 2025, donc il pourrait devenir Non, c'est joueur ça. autonome le 11 février. Mais donc les Alouettes vont devoir en venir à une entente avec leur nouveau carrière réserviste. Ouais, on va sauter maintenant dans la NFL, Didier. On va faire notre tour d'horizon de la semaine 16 dans le circuit Goodale. On va commencer par le duel palpitant entre les Giants et les Falcons. Les Giants qui ont une fiche de 2 victoires et 12 revers vont affronter les Falcons qui sont 7 et 7, fiche de 500. Mais ce qui retient l'attention, c'est que Kirk Cousins, certains diront enfin, sera cloué au banc au profit de la recrue Michael Penix. Oui, c'est la seule raison pour laquelle on parle de ce match-là. Bien entendu, là, c'était pas un des matchs qu'on avait hâte de voir, mais là, avec Michael Penix qui va effectuer le tout premier départ de sa carrière, ben là, ça change tout. On n'avait plus le choix, Marc-André, là, du côté des Falcons d'Atlanta, je crois, parce que oui, les Falcons ont gagné lundi soir contre les Raiders à Las Vegas, mais honnêtement, c'était pas du fait qu'ils jouaient contre les Raiders. Je crois que s'ils avaient joué contre une autre des formations de la NFL, ils auraient assurément perdu ce match-là. Kirk Cousins, encore une fois, il a été victime de revirement. Oui, il a complété une passe de toucher, mais c'est à la suite d'un botté partiellement bloqué des Falcons d'Atlanta. Ça fait en sorte que les Falcons se sont retrouvés avec un terrain court. Ils ont marqué un touché, mais Cousins, encore une fois, ça a été laborieux, là, sa performance. Puis on le voit, on dirait plus la saison progresse, plus il a de la difficulté à éviter la pression. Puis même les Raiders, qui étaient en passant, Marc-André, sans les services de Max Crosby, mais ils ont été en mesure d'appliquer une pression constante sur Kirk Cousins. Kirk Cousins, il est plus capable d'éviter la pression. Là. Il n'a jamais été un carrière mobile, mais après avoir subi une déchirure en tendon d'Achille la saison dernière, eh bien, c'est quelque chose qu'on avait remarqué en début de saison, le fait que sa mobilité était réduite dans la pochette. Mais là, on est rendu au mois de décembre, puis c'est pire que jamais. Tu peux être certain que d'ici la fin de la saison, si Cousins était demeuré le carrière partant, eh bien, toutes les équipes auraient fait comme les Raiders. Ils auraient envoyé la pression, ils auraient pris des chances en envoyant plusieurs blitz, parce que Cousins, encore une fois, il n'est pas capable de s'enlever du chemin, tout simplement. Et puis, écoute, il est rendu à un âge, on voit sa prise de décision, elle est lente, il est victime de revirement. Alors, on a repêché Michael Penix en première ronde le printemps dernier. Puis là, je vais en profiter pour me donner une tape dans le dos, parce que je pense que durant l'été, j'avais dit qu'éventuellement, Penix allait devenir le carrière partant des Falcons. Ouais, Ça a été long, là. ouais. On est presque rendu à Noël, mais là, finalement, ça s'est produit. Donc, pour toutes les prédictions que j'ai ratées, au moins celle-là, puis celle que les Bears allaient rater les éliminatoires, au moins, j'ai eu raison dans ces deux prédictions-là. Mais ça pour dire, donc, moi, j'ai hâte. Soudainement, le match Giants-Falcons, ben, on a un intérêt pour cette rencontre-là. On va Ouais, moi voir aussi, je suis qu'est-ce que excité. Michael Penix pourra faire, parce qu'il ne pourra pas être pire que Cousin. On disait que c'était le quart peut-être le plus poli, disons, de ce repêchage-là. C'est un quart un peu plus âgé aussi que les autres quarts qui ont été repêchés. Mais j'ai bien hâte de voir, moi aussi, Kirk Cousins. Ce qui est drôle, tu te souviens que toi, tu m'avais dit que ça allait prendre la pole un moment donné à Atlanta. Dit, on paie tellement Kirk Cousins, quoi, une trentaine de millions de dollars par année, c'est impossible. Euh, c'est money talk dans la NFL. Hein, il faut suivre l'argent. C'est impossible que Cousins perdre son poste de numéro 1. C'est toi qui avais raison, c'est moi qui ai tort. Tu as souvent raison, Didier, il faut le dire. Aux auditeurs, j'ai une petite stats pour toi ici. Depuis la semaine numéro 10, Kirk Cousins, en termes de cote d'efficacité, de QB rating en anglais, est 27e sur 32 quarts dans la NFL. Il est derrière des quarts comme Drew Lock, pour te dire à quel point il connaît une saison vraiment désastreuse. Ah, je suis. Et moi, les Giants sont sur une séquence de 9 défaites et je pense que ça va se poursuivre parce que je pense que Michael Penix va remporter son premier départ dans la NFL. Je pense que les ingrédients sont là aussi pour qu'il connaisse du succès contre une défense des Lions qui est vraiment... En fait, les Giants, la saison est à l'eau, donc je pense que c'est
c'est un bon affrontement pour voir ce que Michael Penix a dans le ventre. Je pense que les Falcons vont l'emporter dans l'association sud de la nationale. Dans la division sud, pardon, de la nationale. Ouais, parce que c'est le moment ou jamais là, pour faire ce changement-là à la position de carrière. Les Falcons vont jouer à domicile. Ils vont recevoir les Giants, qui sont une des pires équipes de la NFL. Alors, le moment était venu. Puis, bon, moi, je me disais même la semaine dernière, mais là, bon, c'était sur la route contre Vegas. Puis on voulait donner une dernière chance à Cousins, c'est correct. Mais là, il faut essayer de sauver la saison du côté des Falcons d'Atlanta. Parce que, oublie pas, on a fait un changement d'entraîneur-chef. OK? Puis là, on se retrouve avec une fiche, on se retrouve principalement dans la même situation à peu près là, qu'on l'était l'année dernière. Les Falcons ne sont pas améliorés malgré tous les changements qu'on a fait durant la saison morte. Le fait qu'on a congé Smith, qu'on a remplacé euh, par Raheem Morris, le contrat de 90 millions de dollars qu'on a donné à Kirk Cousins. Là, on n'est pas plus avancé du côté des Falcons. Alors imagine-toi s'il fallait qu'on perde ce match des Giants de New York. Qu'est-ce qui va arriver à Atlanta? On va voir. Moi, j'ose croire qu'on Mhm. sera l'emporter contre les Giants. On va miser sur Bijan Robinson et Algier et l'attaque terrestre. Robinson a atteint le plateau des 1000 verges ça là, pour la première fois de sa carrière. Je crois que c'est la chose à faire. Et puis après ça, ben, d'utiliser les fins de jeu au sol, play action et d'attaquer les zones profondes avec Penix, puisqu'il a le bras pour le faire. Le calendrier des Falcons d'ici la fin de la saison, il est très favorable à Michael Penix. On affronte, comme on dit, les Giants cette semaine. Ensuite, on a les Commanders, on a les Panthers. Pas des grosses défenses. Je pense que Michael Penix, on lui donne aussi des outils pour qu'il connaisse. Bref, ce sera un duel fort, hein, finalement, les Falcons. J'ai bien hâte de voir ce que Penix pourra faire d'ici la fin de la saison. Les Broncos à 9 Déjà, victoires s'il peut et 5. juste protéger le ballon, Oui, excuse-moi Marc-André, mais s'il peut juste bien protéger le ballon, pas être victime de revirement, déjà là, ça va être mieux que ce que Cousins avait offert lors des dernières semaines. Parce qu'avant le match contre les Raiders, que Cousins, je me souviens bien, à ses 4 derniers matchs, c'était aucune passe de toucher, 8 interceptions à 8 ses 4 derniers matchs interceptions. ou à ses 3 derniers matchs. Ouais. Ouais. Imagine-toi, Les il 4 mène la échappés, je NFL pour pense, les quelque chose. interceptions. Ouais, en plus, les échappés, ouais. Non, il était rendu une machine à revirement, encore une fois. Il est capable de s'enlever du chemin que Cousin. Donc, il n'y a pas juste des interceptions, il se fait frapper, il échappe le ballon. C'est en train de virer au désastre. Alors, on n'avait pas le choix du côté des Falcons que d'y aller du changement. Alors, j'ai bien hâte à dimanche pour voir la performance que Penix va offrir contre les Giants. Kirk Cousins roulait constamment dans la voie droite. On a décidé de prendre notre corps qui va prendre la voie de gauche pour essayer d'accélérer. C'est un peu ça du côté des Falcons. Les Broncos de Denver à 9 victoires et 5 revers vont affronter les Chargers qui sont 8 et 6. Didier, avec une victoire, les Broncos pourraient s'assurer d'une place en éliminatoire pour la première fois depuis 2015. Ouais, les Broncos qui ont vaincu les Colts la semaine dernière, ils ont essentiellement là, éliminé les Colts d'Indianapolis. Puis ils avaient connu un lent début de rencontre, les Broncos. Là, je me dis, est-ce que c'est finalement une des 7 équipes qui va s'écrouler, là, une des 7 équipes qui semble être en voie de participer aux éliminatoires du côté de l'américaine? Mais après ça, ben bon, les Colts avec Anthony Richardson, on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de vraiment là, de mettre de séquences sur pied. Et puis en plus de ça, tu as, le porteur de ballon, Jonathan Taylor, qui a échappé Jonathan le ballon. Taylor, je voulais en reparler plus tard de ça. Je voulais en parler quand on va Ouais, parler ah, des quel coachs grand parce beau que cerveau, hein? Ouais. ouais, je Ah, pense que ça a coûté peut-être même non, la saison des Colts, ce jeu-là. ben, ça n'a Mais pas bref, on en aidé. reparlera. Ça n'a pas aidé, là, parce qu'on n'a pas marqué d'autres points. Là. Après ce jeu-là, on n'a pas marqué d'autres points du côté d'Indianapolis, mais on a été victime de revirements. On est allé d'un jeu truqué. Nick Bonito a réussi un des jeux de l'année en réussissant une interception qui l'a retourné jusque dans la zone début pour un toucher. Bref, là, on va affronter les Chargers à Los Angeles, mais ça va pas bien pour les Chargers, hein, Marc-André. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis la blessure à J.K. Dobbins, on est incapable de courir avec le ballon là, du côté des Chargers. Même la semaine dernière, on a énormément passé le ballon avec Justin Herbert. Puis on sait que c'est pas la recette que Jim Harbaugh veut utiliser. Il aime avoir une attaque équilibrée. En fait, même lui, des fois, s'il pouvait même courir plus avec le ballon que de passer, je pense que ça ferait son affaire. Mais l'absence de Dobbins, ben, elle limite vraiment l'attaque des Chargers. Alors, c'est la raison pour laquelle moi, je vais choisir les Broncos afin de l'emporter dans un match qui va être serré. Mais je pense que Denver va avoir le déçu, tout simplement dû au fait que l'attaque des Chargers est rendue très unidimensionnelle et que la défense des Broncos ben, nous a démontré qu'elle est en mesure de provoquer des revirements.
Tu as raison, l'attaque au sol, on a accumulé en moyenne 66 verges au sol par match lors des quatre dernières rencontres depuis le départ de Imagine. J.K. Dobbins. Pour une formation qui se vante que le jeu au sol, c'est le pain et le beurre de cette équipe-là, ben écoute, on a un problème Mhm. ici. Je vais juste te parler de Bo Nix. C'est moins reluisant pour Bo Nix au mois de décembre. En 2 matchs en décembre, il a 5 interceptions. Il en avait 6 lors des 12 premiers matchs de la saison. Donc, est-ce que vraiment Bo Nix, c'est pas rare qu'on voit ça d'un corps recru en fin de saison. Ça devient plus difficile au mois de décembre. Est-ce qu'il va pouvoir rebondir? Moi aussi, je pense que oui. Je pense que les Broncos, en ce moment, c'est une meilleure formation que les Chargers. Je les prends pour remporter ce match-là. Les Texans, à 9 victoires et 5 défaites, vont affronter les Chiefs à 13 victoires et un revers. Évidemment, ce qui retient l'attention, Didier, c'est est-ce que Patrick Mahomes sera de la formation? Je ne pense pas. Je pense qu'on va voir Carson Wentz pour la première fois de la saison au poste de quart pour les Chiefs. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça, parce que Patrick Mahomes, depuis le début de sa carrière, il nous a habitués là, lorsqu'il semble être blessé, puis là, on se dit, ah ben là, il va rater le prochain match. Non, il est là. Euh, je sais pas là, s'il a les mêmes pouvoirs que Wolverine ou quoi, là, il se remet rapidement de ses blessures, mais son entorse à la cheville droite, ça fait des semaines là, qu'il souffre de cette blessure-là. Là. OK, on le voit durant les matchs, il boite. Même, je me souviens, on avait présenté un match contre les Raiders il y a quelques semaines. Il avait momentanément quitté la rencontre en raison de cette blessure-là. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il va être à son poste, possiblement, mais c'est que les Chiefs doivent jouer 3 matchs. Leurs 3 derniers matchs vont avoir lieu en 11 jours, hein, Marc-André. OK, il y a quelques équipes qui se retrouvent avec ce genre de situation-là. Il y a les Steelers de Pittsburgh également qui vont jouer 3 matchs en 11 jours. Ça, c'est vraiment pas idéal là, quand tu arrives à la fin de la saison régulière. Alors, c'est la raison pour laquelle peut-être que du côté de Kansas City, même si Mahomes pourrait jouer, pourrait affronter les Texans, peut-être qu'on va décider tout simplement de lui donner un repos, étant donné, là, pour s'assurer qu'il soit à 100% du moins, qu'il soit dans la meilleure forme possible au début des éliminatoires avec 3 rencontres en 11 jours. En tout cas, on va recevoir les Texans de Houston. Eux, ils ont gagné la semaine dernière, mais encore une fois, c'est une performance qui m'a laissé sur mon appétit du côté de Ouais. Houston. De choisir les Chiefs afin de l'emporter, si Patrick Mahomes joue, on va voir si Carson Wentz sera en mesure de le remplacer. Mais Carson Wentz, il demeure quand même un joueur qui a C'est du un corps talent. Là. Je compétent. sais qu'il a. C'est ça. Là, je sais, bon, sa carrière est décevante après l'excellent début de carrière qu'il avait eu lorsqu'il jouait pour tes Eagles. Mais quand même, moi, je suis intrigué de voir qu'est-ce que Wentz pourrait faire en étant coaché par Andy Reid. Alors, c'est quoi, même si c'est Wentz qui obtient le départ, je vais prendre les Chiefs à la fin de l'emporter. Moi aussi, parce que je pense que les Chiefs ont encore quelque chose. Ils ont encore un coup à jouer. Certainement que les Chiefs aimeraient avoir le laisser-passer au premier tour pour permettre justement à Patrick Mahomes Oui. de prendre un peu de repos, tandis que les Texans, on va terminer au sommet de l'association, de la division sud de l'association américaine. Puis c'est pas mal ça. C'est déjà, les jeux sont faits. Donc moi, je pense qu'il y a une motivation de plus du côté des Chiefs. C'est drôle parce que c'est deux équipes qui se ressemblent cette saison. Didier, les Texans ont 6 victoires cette saison lorsqu'ils ont marqué moins de 25 points ou moins. Et les Chiefs, ben, ils n'ont pas marqué plus de 30 points dans un match cette saison. Ils sont 13-1. C'est tout simplement incroyable. Il y a 3 autres équipes qui n'ont pas marqué plus de 30 points dans la NFL cette saison. Les Raiders, les Giants et les Patriots. Ces 3 équipes-là, leur fiche combinée, ben, c'est 7-35. Donc, ce que les Chiefs sont en train, écoute, c'est une année tout simplement bizarre un peu, mais exceptionnelle pour les Chiefs. Je pense que ça va se poursuivre, Carson Wentz ou pas. Je pense que les Chiefs vont remporter quand même ce match-là à domicile. Les Steelers Mais une de chose à Pittsburgh surveiller, à 10. Marc-André, Oui, lors vas-y, de vas-y, cette vas-y. rencontre-là, oui, 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 excuse-moi, j'ai oublié de parler de ça lorsqu'on parlait de Patrick Mahomes. La ligne à l'attaque des Chiefs, à chaque semaine, depuis le début de la saison, Ah oui. c'est un problème. Mais là, depuis quelques semaines, on dirait que la situation là, s'envenime. Parce que les deux bloqueurs en arrachent, autant le bloqueur à gauche que le bloqueur à droite du côté de Kansas City. C'est une des raisons pourquoi Mahomes il se fait tabasser semaine après semaine. C'est une des raisons pour laquelle ben, il a subi cette entorse à une cheville. Donc, du côté des Texans qui ont provoqué 4 revirements la semaine dernière, ils misent sur Daniel Hunter, notamment au niveau de la ligne défensive. Ils ont une bonne ligne défensive. S'ils l'emportent, ben, ça va être à cause justement de leur ligne défensive
va tout simplement avoir eu le déçu sur la ligne à l'attaque des Chiefs de Kansas City. Donc ça va être à surveiller. La guerre des tranchées est toujours à surveiller lors de toutes les rencontres, mais en particulier la ligne défensive des Texans contre la ligne à l'attaque de Kansas City, que ce soit Patrick Mahomes ou Carson Wentz au poste de quart. Est-ce que cette ligne-là va pouvoir bien protéger le carrière partant des Chiefs? Moi, j'ai des doutes. En tout cas, j'ai choisi Kansas City, mais si les Texans l'emportent, je suis certain que ça va être parce qu'on va être en mesure de faire la vie dure au carrière des Chiefs. Je vais passer une statistique. Patrick Mahomes a été projeté au sol, je crois, 27 fois lors des 2 derniers matchs. On a vraiment un problème au niveau de la ligne à l'attaque du côté des Chiefs, de Kansas City. On peut passer à l'affrontement suivant, Didier. Les Steelers, qui ont une fiche de 10 victoires et 4 revers, vont affronter leurs éternels rivaux de division, les Ravens, qui ont une fiche de 9-5. Vraiment, les Ravens ont connu vraiment. Lamar Jackson a connu tout un match, 5 passes de toucher la semaine dernière. Mais avec une victoire, les Steelers pourraient s'emparer du titre dans la section nord de l'américaine. Donc, c'est vraiment un affrontement de tous les instants. J'ai bien hâte de voir ce duel-là entre ces deux formations qui se connaissent très bien. Ouais, c'est comme si la performance la semaine dernière de Lamar Jackson a passé sous le radar en raison du brio de Josh Allen. Bon, oui, c'était contre les Giants de New York, mais quand même, 5 passes de toucher. Quand tu regardes les statistiques de Lamar Jackson, statistiquement, il connaît une meilleure saison même que lors des 2 années où il a remporté le titre de joueur par excellence de la NFL. Mais là, ça va être le deuxième affrontement entre les Steelers et les Ravens cette année. Les Steelers avaient eu le déçu contre Baltimore à Pittsburgh il y a quelques semaines de ça seulement. Puis là, Pittsburgh vient de perdre contre les Eagles. Puis il y a une chose, écoute, il y a 2 choses que j'ai retenues de cette rencontre. Bon, du côté des Eagles, on va en parler un peu plus tard. Mais du côté des Steelers, puis j'imagine que tu as regardé la rencontre, étant donné que les Eagles, c'est ton équipe favorite. Du côté des Steelers, on a grandement besoin des services de George Pickens, hein. Parce que l'attaque de Pittsburgh, ben Pickens, en fait, c'est le seul joueur explosif du côté de l'attaque de Pittsburgh. Bon, Jalen Warren, qui est quand même assez explosif en sortant de champ arrière, mais c'est un petit porteur de ballon. Mais l'absence de Pickens, selon moi, elle s'est fait ressentir contre les Eagles de Philadelphie. On va voir s'il sera en uniforme là, contre les Ravens de Baltimore, parce qu'on sait que la tertiaire des Ravens, ben, c'est la faiblesse de l'équipe. Alors, Russell Wilson et Pickett pourraient jumeler leurs efforts afin de connaître du succès. Mais moi, je vais sélectionner Baltimore afin de l'apporter. Les Steelers, ils ont déjà vaincu plus tôt cette année. Alors, je pense que ça va être un match revanche pour Lamar Jackson et les Ravens. Sais-tu combien de séquences à l'attaque les Steelers ont eu en deuxième demi face aux Eagles la semaine dernière? Quoi, 2, je pense, parce que les Deux. Eagles ont dominé au niveau du temps de possession. Ouais. Exact. Deux C'est ça, c'est séries à 2? l'attaque Ouais. seulement. Mike Tomlin a décidé de dégager avec un peu plus de 10 minutes à faire au quatrième quart en se disant: «Je vais avoir le ballon». On a repoussé les Eagles profondément dans leur territoire et les Steelers n'ont jamais retrouvé le ballon. Les Eagles se sont assis sur le ballon. On a remonté le terrain, de façon méthodique, de façon méticuleuse. Donc, c'est une des premières fois, je pense que c'est la première fois en 15 ans qu'une équipe a 2 possessions offensives, dans une demi. C'était vraiment, quelque chose d'incroyable. Moi, je veux quand même souligner que Lamar Jackson ne connaît pas beaucoup de succès contre les Steelers dans sa carrière. Il est 0-4 à ses 4 derniers départs. Et les Ravens, lors des 8 derniers duels contre les Steelers, marquent en moyenne 13,8 points. Donc, Mike Tomlin connaît vraiment du succès contre les Ravens. On sait comment les arrêter, mais je pense que justement, tu as parlé de George Pickens et TJ Watt en défense, c'est un cas incertain aussi du côté des Steelers. Donc, Ouais. ça pourrait être une autre grosse perte du côté des Steelers. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et je pense que les Steelers vont justement perdre. Je pense que les Ravens vont l'emporter. Ils vont demeurer dans la course pour le titre de section dans le nord de l'américaine, mais ce sera vraiment un duel que j'ai bien hâte de voir, ça c'est sûr. Les Eagles, justement, on en parlait à 12 victoires et 2 revers, vont affronter les Commanders à Washington qui sont 9-5. Les Eagles, Didier, n'ont pas perdu depuis le mois de septembre, hein, 10 victoires de suite. Tu te souviens à l'époque, en septembre, on disait que les Saints étaient une bonne équipe. Ça fait longtemps. Ouais. Ouais, ouais, lorsqu'ils avaient gagné leurs 2 premiers matchs de la saison, ouais, en marquant une quarantaine de points On se lors de demandait 6 pourquoi Clint Kubiak n'était pas un entraîneur-chef quelque part dans la NFL bientôt. Bref, les temps ont changé. Mais c'est quoi, non, mais sérieusement, il faut garder ça en tête hein, pour la prochaine saison. Tu sais, au mois de septembre, Ouais. c'est ça. Les équipes qui commencent bien la saison régulière, mais
dû au fait que les équipes font plus jouer leurs joueurs partants, pas juste les carrières, mais les joueurs partants durant les matchs préparatoires. Le mois de septembre, c'est pratiquement là, tu sais, des matchs préparatoires. Il faut prendre avec un grain de sel certaines performances. Tu sais, on va garder ça en tête pour l'année prochaine. Mais Mmh. hey, généralement, les matchs Eagles-Commanders sont des matchs serrés. En tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir cette rencontre-là. Ça a tout pris pour que les Commanders battent les Saints à Nouvelle-Orléans. Puis eux, il leur reste plus de joueurs en attaque. On était rendu avec notre carrière numéro 3. Puis bon, même Hainer, on l'a dû clouer au banc. On a envoyé Spencer Rattler dans la mêlée. Donc, j'ai été déçu de la performance des Commanders de Washington. C'est le premier match de Marshall Lattimore à la position de demi de coin. Malheureusement pour lui, bon, Benjamin Saint-Just, son temps de jeu a été réduit lors des dernières semaines. J'espère que cette tendance-là ne va pas se poursuivre, qu'il sera réinséré au sein de la formation contre les Eagles de Philadelphie. Mais tout ça pour dire qu'alors que du côté des Eagles, je pense qu'on doit présenter des excuses à Philadelphie. Hein? Souviens-toi, là, à la suite là, des commentaires de A.J. Brown, mais l'attaque aérienne s'est mise en marche. Hein? Jalen Hurts, la semaine dernière, il a connu C'était son écrit meilleur dans le match ciel, Didier. depuis. C'est que c'est ça qui allait se produire. Hein? Ouais, mais quand même, tu sais, on jouait Ouais, contre les oui. Steelers. Les Steelers sont une des bonnes défenses de la NFL. Mais Jalen Hurts a vu ses commentaires hein, lorsqu'il s'est présenté au podium après la rencontre. Je ne sais pas si tu les as vus, mais tu sais, Oui. comment je dirais, je veux pas dire qu'il était arrogant. Ça serait pas le bon mot. Mais tu sais, il est arrivé, puis là, il a dit aux journalistes, hey, regardez, c'est ça que vous vouliez, c'est ça que vous vouliez voir. Êtes-vous content? Parce qu'on critiquait énormément l'attaque aérienne des Eagles de Philadelphie. Et puis, autant A.J. Brown que Devontae Smith ont connu de forts matchs. Alors, je pense que ça va se poursuivre du côté des Eagles, puis ils vont être en mesure de battre leur niveau de section des Commanders de Washington. Je pense qu'il faut rendre aussi crédit à la défense qui effectue du travail exceptionnel. Je vais vous parler de Terry McLaurin dans le segment Fantasy. Il avait été complètement muselé lors du premier match par Quinion Mitchell. La défense des Eagles, dans la séquence de 10 victoires, accorde en moyenne 15 points par match. 15 points seulement par match en moyenne. C'est tout simplement incroyable. Je pense que la seule équipe qui peut battre les Eagles en ce moment, Vic c'est les Fangio. Eagles Vic eux-mêmes. Fangio fait de l'excellent boulot. Exact. Exact. La seule équipe qui peut battre les Eagles, c'est les Eagles eux-mêmes. Parce qu'on a vu encore Nick Sirianni sur les lignes de côté. Je sais pas si tu as vu lorsqu'il voulait aller voir Ouais. Jalen Carter Avec qui avait l'entraîneur de la connu un ligne mauvais jeu. défensive, là. Exactement, qui a dit non, non, on vient pas. Je le trouve tellement. On parlait d'arrogance de Jay Brown. Je trouve tellement que Nick Sirianni c'est une arrogance, mais c'est aussi. En bon québécois, on dirait il est Ouais. bébé lala un peu. Dans le sens, je peux pas croire qu'un homme de cet âge-là agit comme ça sur les lignes de côté. Puis il est surtout l'entraîneur-chef d'une équipe de football de la NFL. Ça pour dire que je prends les Eagles. Saquon Barkley avait connu du succès dans le premier duel entre les deux équipes. 146 verges au sol, 2 touchés, on s'en rappelle. Il a été quand même blessé la semaine dernière. On dit qu'il sera quand même de la formation. Mais les Eagles sont une meilleure formation que les Commanders en ce moment. Ouais. Nick Sirianni, Marc-André, là, je ne sais pas s'il est réellement respecté par les joueurs des Eagles. Une chose que je Oh, sais, Jalen Hurts ne porte pas dans son cœur. Parce que les deux ont tellement des non. tempéraments différents. Tu as parlé de comment Sirianni est arrogant et tout, alors que Hurts, lui, est beaucoup plus réservé, beaucoup plus calme. Mais c'est ça, là, en tout cas, moi, je me pose la question à quel point il est réellement respecté. Parce qu'on sait, au sein de l'organisation des Eagles, c'est particulier. Hein, on encadre beaucoup l'entraîneur-chef. Tu sais, l'entraîneur-chef n'a pas le plein pouvoir, là comme des entraîneurs-chefs au sein de certaines équipes. C'est une des raisons pourquoi on s'était débarrassé de Doug Peterson. Parce que Peterson voulait faire à sa tête, puis ça n'allait pas avec ce que l'organisation voulait faire. Donc c'est ça. En tout cas, Sirianni, ça vaut la peine de garder un œil là-dessus, là, lors des éliminatoires en particulier. Je pense que tu avais fait une réaction excessive là, quelques semaines en disant que ça va imploser à l'interne, les Eagles, mais je pense Ouais, que c'est pas si fou que ça. C'est pas si fou que ça, cette idée-là, parce que on a l'impression des fois qu'on est à un cheveu que ça l'implose, puis que de l'intérieur, puis que la merde repogne, comme on dit en bon québécois. vraiment. Bref, on va passer à l'affrontement suivant. Les Vikings, qui ont une fiche de 12 victoires et 2 revers, vont affronter les Seahawks à 8-6. Du côté des Seahawks, tout porte à croire que Geno Smith sera à son poste pour affronter les Vikings. Mais est-ce que ça va changer grand-chose? Parce que les Vikings, on trouve des façons de gagner. On dirait que les Vikings, c'est comme... euh, les gens, tu sais, on devrait rendre plus de crédit aux Vikings en ce moment, qui sont simplement incroyables, notamment dernièrement. Sam Darnold joue de l'excellent football, tellement
qu'on croit peut-être du côté des Vikings qu'on va lui offrir assurément une prolongation de contrat avant la fin pour la saison prochaine parce que vraiment, Sam Darnold connaît la saison de sa carrière. Ouais, c'est ça. Lui, il avait juste signé un contrat d'un an, Sam Darnold. Alors, au moment où on se parle, écoute, il va devenir joueur autonome là, l'hiver prochain, à moins qu'il en vienne, bien sûr, à une entente avec les Vikings du Minnesota. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire au Minnesota, parce qu'on a quand même utilisé un choix de première ronde sur J.J. McCarthy le printemps dernier. Mais écoute, contre les Bears de Chicago, bon, c'était une bonne performance des Vikings. Les Bears, c'est tellement n'importe quoi. J'ai été déçu de la performance des Seahawks contre les Packers de Green Bay. Mhm. Mais les Seahawks peuvent connaître du succès contre la défense des Vikings parce que, bon, les Bears, eux, ils n'étaient pas équipés pour le faire. Hein. On l'a vu, pauvre Caleb Williams, il s'est fait pourchasser, il a été pris d'assaut, s'est fait tabasser, mais je dis pauvre Caleb Williams, des fois, c'est de sa faute aussi, puis s'il retient beaucoup trop longtemps le ballon. Mais tout ça pour dire que la défense des Vikings, on aime appliquer de la pression sur les carrières adverses. De la pression physique, mais également une pression mentale, parce que très souvent, on va mettre 6 joueurs à la ligne d'engagement. Puis une fois que le ballon est mis en jeu, bon, des fois, il y a des joueurs qui reculent en couverture de zone et tout. Mais si on n'est pas capable de presser le carrière adverse, la défense des Vikings peut être vulnérable parce qu'à la position de demi-point, ben, on en arrache du côté du Minnesota. Alors, tu m'as dit que Geno Smith devrait être à son poste, lui qui n'a pas été en mesure de terminer le match contre les Packers. Les Seahawks sont équipés pour connaître du succès contre la défense des Vikings si la protection peut tenir le coup. Depuis le début de la saison, il y a des matchs, il y a des semaines où on protège bien Geno Smith, il y a d'autres matchs où c'est plus difficile. Alors, étant donné qu'on n'est pas constant au niveau de la protection des Seahawks, je vais choisir le Minnesota pour l'emporter, mais si Seattle est en mesure de gagner, je ne serais pas surpris. Les Vikings ont obtenu jusqu'ici 42 sacs du corps. C'est le quatrième plus haut total dans la NFL. Donc, tu fais bien de parler de la ligne à l'attaque. Moi, je pense encore que c'est un point d'interrogation du côté des Seahawks. Les Seahawks, en revanche, en défense, on est en train, on connaît un peu des ratés dernièrement. On avait parlé, on avait vanté la défense dernièrement, mais là, on accorde le septième plus haut total de verges au sol dans la NFL. Je pense que ça va être la clé du succès pour les Vikings. Ça va être Aaron Jones dans ce duel-là. Et on pense peut-être que les Seahawks à domicile, ben, c'est une équipe intraitable. Puis seulement de 3-5 cette saison à domicile, les Seahawks. Moi aussi, je prends les Vikings pour l'emporter et demeurer au plus fort de la course contre les Lions du premier rang de l'Association nationale et du premier rang de la section nord de la nationale. En rafale, maintenant, la semaine 16, les Rams à 9 victoires et 6 revers vont affronter les pauvres Jets qui sont 4 et 10. Aaron Rodgers, quand même un regain de vie depuis 2 semaines, connaît quand même de bons chiffres. Mais les Rams, vraiment, on a une attaque top 10 depuis que le retour de Puka Nakua et de Cooper Cup, tandis que la défense des Jets, depuis la semaine numéro 8, est 29e dans la NFL. Je prends les Rams pour l'emporter à l'étranger. Ouais, moi aussi, je choisis les Rams afin de vaincre les Jets de New York. Les Jets en attaque viennent de connaître possiblement leurs 2 meilleurs matchs de la saison. Mais là, bon, on joue contre les Jaguars, mais quand même, Devante Adams, il a presque eu 200 verges juste en deuxième demi. Mais les Rams, ils ont absolument besoin de cette victoire-là, de gagner ce match afin de participer aux éliminatoires. C'est une équipe qui est bien coachée. Puis, tu sais, il y a plusieurs équipes qui tombent en morceaux là, à la fin de la saison régulière parce qu'ils ont plusieurs blessés. Mais du côté des Rams, c'est l'inverse. Hein. Leurs blessés sont revenus au jeu. On est plus solide au niveau de la ligne à l'attaque. Alors oui, ça va être une victoire pour les Rams au MetLife Stadium contre Aaron Rodgers et les Jets. Les Cardinals, à 7 victoires et 7 revers, vont se rendre en Caroline pour affronter les Panthers qui sont 3 et 11. Didier, les Panthers ont accordé plus de 200 verges au sol à chacun de leurs 3 derniers matchs. James Conner, en revanche, en plus, vient de se payer un festin, vient de se payer la traite contre les Patriots, 110 verges au sol, 2 touchés, vient de 6,9 verges par course. Vous voyez le lien, tous en boîte. Il va y avoir un autre fort match contre les Panthers de la Caroline et les Cards vont l'emporter et demeurer eux aussi dans la course aux éliminatoires. Ouais, ça a été difficile hein, pour les Panthers la semaine dernière. Bon, tu as parlé des déboires de la défense, mais même Bryce Young, là, c'est pour la première fois en un mois et demi, du moins depuis qu'il est revenu au jeu, je pense qu'il a connu son pire match. Moi aussi, je vais choisir les Cardinals pour l'emporter parce que c'est ça. Là, tu viens de le dire, on mise sur James Conner. Il ne faut pas oublier Trey Benson, le demi à l'attaque numéro 2, qui lui aussi a un style robuste similaire à celui de Conner. Je pense juste
dû au fait qu'on devrait, en théorie, on devrait être capable de courir avec le ballon avec succès contre les Panthers à Caroline. Je pense que ça va être suffisant afin que les Cardinals l'emportent. Donc, ils devraient, en théorie, maintenir leur chance de participer aux éliminatoires. Les Browns, à 3 victoires et 11 revers, vont affronter les Bengals, qui sont 6 et 8. Et je vais Mm. mettre mon chapeau fantasy pour un instant. J'aurais tellement voulu embarquer dans le manège Jameis Winston cette semaine. J'aurais même payé un extra pour être dans la ligne rapide pour sauver de l'attente. Mais les Browns ont décidé d'y aller avec Dorian Thompson-Robinson. Je suis vraiment déçu parce que je pense que c'est un corps vraiment mauvais. Dorian Thompson-Robinson. On sera sans Nick Chubb du côté des Browns également. Et Joe Burrow connaît vraiment une saison remarquable, au moins 3 passes de toucher dans 6 matchs de suite. Je n'ai pas besoin de vous dire que je prends les Bengals dans ce duel-là pour l'emporter. Ouais, saison Nick Chubb qui est terminée en raison d'une fracture à un pied. Puis, ben, on l'a mentionné à quelques reprises hein, durant le podcast depuis le début de la saison. Nick Chubb qui semble ne plus être Mm. l'excellent porteur de ballon qu'il a déjà été. Les blessures le rattrapent. On va jouer contre les Bengals, la bataille de l'Ohio à Cincinnati entre les Browns et les Bengals. Moi, je choisis les Bengals parce qu'on sait que les Bengals ont marqué au moins 30 points. Ils le font à toutes les semaines ou à peu près. Joe Burrow connaît une bonne saison, Jamar Chase. Alors que du côté des Browns, bon, ça, c'est une des formations là, qui est temps que la saison régulière se termine. J'aurais tellement voulu Winston contre la défense des Bengals, Didier, ça aurait été beau. J'aurais été, Ouais, j'aurais ça peut tellement être aimé ça, intéressant. voir ça. Fantasy, ça aurait pu être payant, hein. Ouais, mais Bref, les Jameis, Titans à Jameis 3 est victoires. incapable de protéger le ballon. C'est fou, là. Non, effectivement. Les Titans, à 3 victoires et 11 revers, vont affronter les Colts à Indianapolis, qui sont 6 et 8. Deux équipes qui ont combiné pour un total de 11 revirements la semaine dernière. Will Levis, on parle de corps mauvais. Là. Si Winston a été mauvais, Will Levis, c'est pas facile non plus. Je te le confirme. C'est pas un quart de la NFL. Et bon, j'avais noté Jonathan Taylor, on en a parlé un peu, mais je me suis posé la question à savoir si c'est vraiment lui qui a coûté la saison des Colts. Parce que lorsqu'il a échappé le ballon sur son toucher, ça aurait pu donner les devants 20-6 aux Colts. Puis finalement, à la suite de ça, les Broncos ont marqué 27 points sans riposte pour l'emporter. Pourquoi un joueur continue de faire ça? On a vu Malachi Corley plus tôt cette semaine et Dieu sait qu'on se rappelle de Deshaun Jackson avec les Eagles qui avait échappé le ballon également juste avant à la ligne de 1. Je ne peux pas croire qu'il y a encore des joueurs dans la NFL qui commettent ce genre d'erreur-là. Ouais, il y a même un joueur des Bengals, j'oublie son nom, là, un demi-défensif qui a réussi une interception. On pensait qu'il avait marqué un Ah touché oui, dimanche oui, oui, dernier, oui. puis non, il a eu le ballon. Ben ouais, lui aussi, comme Jonathan Taylor. Je ne sais pas pourquoi les joueurs sont juste pas capables de conserver le ballon puis de franchir la ligne des buts, parce que, tu sais, avant, on voyait ça une fois par année, puis on se moquait du joueur, mais là, c'est pratiquement toutes les semaines, là, que ce soit au football de la NFL ou universitaire américain. On voit ça beaucoup, ben, beaucoup trop souvent. On t'a mentionné le nom de Will Levis. Il va être cloué au banc. C'est Mason Rudolph qui va obtenir le départ. En fait, on a cloué au banc Levis durant le dernier match des Titans du Tennessee. Puis, en tout cas, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, là, ce match-là. Je vais choisir les Titans pour l'emporter, étant donné que Mason Rudolph va être au poste de cap et qu'Anthony Richardson il continue de régresser en tant que passeur. Ça a été vraiment difficile pour lui la semaine dernière, là, après avoir connu quelques bons départs. Mais juste les Titans du Tennessee, je veux juste dire ça. On a congédié Mike Vrabel. Parce que Mike Vrabel ne croyait pas en Will Levis, alors que le DG, lui, est vendu à l'idée que Will Levis peut être un carrière partant dans la NFL. Est-ce que ça a valu la peine, sérieusement, de congédier Mike Vrabel, d'embaucher Brian Callahan et puis de miser sur Will Levis? Parce que regarde, on est rendu au mois de décembre, là, Levis est cloué au banc. On est dans la même situation qu'on était il y a un an du côté des Titans du Tennessee. Même on est pire parce qu'on a perdu un des meilleurs entraîneurs-chefs, selon moi, de la NFL en Mike Vrabel. Moi, j'ai hâte de voir maintenant si le DG des Titans va pouvoir conserver son emploi. Mais je pense que les Titans, ils vont être capables de battre les Colts dans un match série. Et le seul fait saillant de la carrière de Mason Rudolph, c'est sa relation amoureuse avec Eugénie Bouchard. Pour le reste, sur le terrain, c'est difficile. Moi, je prends les Colts pour l'emporter dans ce Ils sont match-là. Ils sont toujours à ensemble domicile. jusqu'à ce Euh, jour. Toi, je toi ne qui es au crois pas. courant des potins, là, sont-ils toujours ensemble? Je ne crois pas, mais je ne sais pas, je ne crois pas. Je ne crois pas, par exemple, mais je ne le sais pas. Ah, eh bien. Je prends les Colts dans ce match-là. Les Lions, à 12 Ah victoires, oui, 2 OK. revers, vont affronter les Bears à Chicago à 4 et 10. On a parlé de la défense des Lions qui est plus qu'amochée. C'est quand même incroyable de voir le nombre de blessés. C'est quoi? C'est au-dessus de 20 que j'ai.
j'ai vu qu'en défense, des blessures du côté des ou au total, du Je côté sais des pas, la Lions, liste des ça a blessés, juste elle pas est de bon longue. sens. Ouais. Ça a juste pas de bon sens et on se souvient du dernier duel à l'Action de grâce entre ces 2 formations, c'était quand même assez serré et c'est le fameux match du cadran Ouais. là et de fin de match qui a coûté la job à Matt Eberflus. Je prends les Lions pour l'emporter, dans ce match-là quand même, même avec les blessures, je pense que c'est une meilleure formation que celle des Bears en ce Ouais, c'est difficile là, d'endosser les Bears de Chicago. Moi aussi, je vais choisir les Lions afin de l'emporter malgré leurs nombreux blessés. Mais du côté des Bears, ça va vraiment pas bien. Là. Tu sais, on a parlé des ennuis de la protection. Caleb Williams qui conserve trop longtemps le ballon. Tu sais, à un moment donné, Caleb Williams, faut qu'il accepte qu'il a perdu la bataille. Là. Tu sais, des fois, il faut que tu acceptes, OK, c'est du quoi ce jeu-là, la défense adverse a eu le déçu. Là, tu le vois, il n'y a pas de receveur qui se libère, puis là, il se met à courir comme une poule pas de tête derrière sa ligne de mêlée, puis là, il se fait frapper. Des fois, c'est correct de te débarrasser du ballon, de lancer une passe incomplète, là, puis de passer au jeu suivant, mais il ne semble pas comprendre ça. Bref, Détroit devrait l'emporter malgré sa très longue liste de blessés. Ça fait 3 matchs de suite que les Bears ne marquent pas de points en première demi et ils en ont accordé pendant ce temps-là 53. Donc, on a vraiment de la difficulté en attaque. Les Patriots, à 3 victoires et 11 revers, vont affronter les Bills qui sont 11 et 3. On a-tu vraiment besoin de s'étendre sur cet affrontement-là? Les Patriots qui marquent en moyenne 17 points par match. C'est bon pour le 31e rang dans l'NFL, tandis que les Bills en marquent 31,8. C'est bon pour le deuxième rang dans l'NFL. Les Bills sont sur une séquence de 8 matchs avec au moins 30 points marqués. C'est un record dans la NFL en une saison. Pas besoin d'en dire plus que les Bills devraient marcher sur les Patriots en fin de semaine, surtout à domicile. Ouais. C'est une opportunité pour Josh Allen afin d'ajouter là, son excellente Ouais. candidature au titre de joueur par excellence de l'NFL. Choisis les Bills dans une victoire facile. À mon sens, il a gagné le titre la semaine dernière, mais ça, c'est un autre débat. Les Jaguars de Jacksonville, à 3 victoires et 11 revers, vont affronter les Raiders qui sont 2 et 2. Si c'était pas des Giants, on parlerait peut-être de la bataille pour le premier choix au total du prochain repêchage. Deux entraîneurs également qui sont sur la sellette, qu'on se demande pourquoi ils ont encore leur emploi. Bref, j'ai pris les Jaguars parce que je trouve que c'est la meilleure formation des deux en ce moment, mais tu sais, rendu là, on aurait pu Pas la simplement. meilleure, la Fallait, moins fallait faire pire. une prédiction pour La tous les moins matchs. pire, tu veux Ouais, dire. c'est ça, exactement. 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 J'ai pris les Jaguars à l'étranger parce que j'aime Brian Thomas, puis je l'ai dans mon pool, dans mon fantasy cette semaine. Hmm. J'y souhaite beaucoup de succès. C'est- Est-ce que Brian Thomas est le meilleur receveur recru de la NFL? Tu sais, on parlait beaucoup avant le début de la saison bon, de Marvin Harrison, Malik Neighbors avec les Giants. Mais Thomas, là, écoute, il connaît toute une saison pour atteindre la marque des 1000 verges par voie de réception. Tu sais, son ratio là, de son gabarit, de sa rapidité. En tout cas, ça va être intéressant de suivre ça au cours des prochaines années, là, mais il connaît la meilleure saison Dans recrue, en tout cas. l'incertitude, Des, re- dans l'incertitude, dans l'incertitude, Didier, repêcher un receveur de l'université LSU, c'est jamais une Tu te mauvaise trompes pas. affaire. Ouais. C'est ça qu'on retient. Non, effectivement. C'est ça qu'on retient. C'est pas de mauvaise chose. Mais écoute, je vais. Ah ouais, puis en plus, il performe avec Mac Jones au poste de quart, là. Imagine-toi. Ouais. Mais moi aussi, je vais choisir les Jaguars. J'ai été un peu hésitant étant donné que le match était à Vegas, mais avec Desmond Ridder au poste de quart, en tout cas, on va voir si ça va être lui le carrière partant, ou même si c'est Aiden O'Connell. Peu importe, ça fait assez longtemps qu'on parle de ce match-là. Je choisis Jackson. J'avais une autre statistique. Les Jaguars ont eu 6 matchs décidés par 7 points au moins dans leurs 8 derniers. Il y a seulement eu la varlope contre les Lions de 52-6 qui n'a pas été par 7 points au moins. Donc, on est quand même dans le coup plus souvent qu'autrement du côté des Jaguars. Les 49ers à 6 victoires et 8 défaites vont affronter les Dolphins qui sont également 6 et 8. On a manqué vraiment une belle occasion du côté des Dolphins de poursuivre vraiment sur notre lancée. Tua Tagovailoa a joué son pire match de la saison. Fallait que Ouais. je le vende dans mes start sites, dans ma chronique fantasy pour qu'ils connaissent vraiment son pire match de la saison, voire son pire match des dernières années, si tu veux mon avis. Et là, évidemment, les Dolphins, la fiche de Mike McDaniels, 3 et 13 contre des équipes avec une fiche supérieure à 500 sous Mike McDaniels. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont à domicile et les 49ers cette saison, bien qu'au début de saison, on n'aurait pas pensé ça, ont une fiche inférieure à 500. Donc, je pense que les Dolphins vont l'emporter à domicile. Ah, moi, je vais choisir les Niners quand même.
Je vais choisir les Niners afin de l'emporter à Miami. Je pense que les 49ers sont simplement une meilleure équipe. C'est dommage, ils ont perdu la semaine dernière, puis là, bon, ça a virtuellement mis fin à leur chance de participer aux éliminatoires. Mais je pense que les 49ers sont une meilleure équipe que les Dolphins de Miami. Alors, je choisis San Francisco afin de l'emporter. Les Buccaneers à 8-6 vont affronter les Cowboys à Dallas à 6-8. Je voulais juste vous partager une statistique qui m'a quand même surpris avec ce match-là. Baker Mayfield est l'un des deux seuls quarts arrière avec 60 passes de toucher depuis le début de la saison dernière. Donc, depuis la saison 2023, il y a deux quarts dans la NFL qui ont au moins 60 passes de toucher. C'est Baker Mayfield et Jared Goff. C'est quand même assez surprenant comme statistique, j'ai trouvé. Ça pour dire que je prends les Buccaneers pour l'emporter contre les Cowboys. Dallas fiche de 1-6 à domicile cette saison. Je n'ai pas regardé où sera le soleil à l'heure du match également du côté des Cowboys. Ouais, pour voir si Lilam sera aveuglé par le soleil. Moi, je choisis les Buccaneers, mais il faut dire que les Cowboys jouent bien là, depuis un mois. T'as Mhm. Goddard dans le champ arrière qui a amassé plus de 100 verges pour une deuxième semaine consécutive. Pourquoi on n'a pas fait de lui notre porteur de ballon numéro un dès le début de la saison au lieu de s'entêter à remettre le ballon à Ezekiel Elliott? Je vais jamais comprendre ça. Mais tout ça pour dire que Mike McCarthy, lentement mais sûrement, là, discrètement, là, il passe sous le radar, mais il est en train de se retirer du siège éjectable, moi j'ai l'impression, à Dallas. Surtout, j'ai entendu les commentaires de Jerry Jones, je crois que c'est la semaine dernière, lors de son émission de radio, là. Euh, Puis Jones prenait le blâme là, euh, pour le manque de talent là, qu'il y a du côté des Cowboys. Parce que c'est pas une équipe talentueuse. On s'en est rendu compte cette année. Puis le fait qu'on a signé absolument aucun joueur durant la période des joueurs autonomes, mis à part Ezekiel Elliott. Euh, donc, je pense que Mike McCarthy va être de retour à la barre des Cowboys la saison prochaine. Mais Dallas va perdre contre les Buccaneers dimanche. On a pris du temps aussi à faire confiance à Rico Dowdle. Puis il connaît vraiment une séquence incroyable. Il a eu vraiment eu beaucoup de succès encore en fin de semaine dernière. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me Mhm. faisait gratter la tête, le Mike McDaniels, lorsqu'il a insisté vraiment à faire jouer Ezekiel Elliott puis même Dalvin Cook à l'époque. Bref, les Saints à 5-9 vont affronter les Packers à 10-4. Et avec une victoire, les Packers obtiendraient un billet pour les éliminatoires. Et les Saints ont alloué au sol en moyenne 135 verges au sol lors des trois derniers matchs. Et on a Josh Jacobs de l'autre côté qui a 8 touchés à ses 4 derniers Joe matchs au sol. Urban. Vous voyez, exactement. Tout s'emboîte encore une fois. Je pense que ce sera encore une autre grosse performance de Josh Jacobs et je pense que les Packers vont l'emporter assez aisément. Du côté des Saints, on sera sans Derek Carr. Chris Olave, il pourrait revenir au jeu ou pourrait s'entraîner, mais à quoi bon, honnêtement? On est mieux de passer à la saison prochaine déjà. Les Packers devraient l'emporter à domicile en plus dans le froid du Lambeau assez facilement. Ouais, les Saints de Nouvelle-Orléans qui, depuis le congédiement, là, le changement d'entraîneur-chef, sont coriaces quand même. Là. Tu sais, on en a parlé tout à l'heure. C'est à tout prix pour les Commanders afin de les vaincre. Donc, on continue de se présenter. Reezy, l'entraîneur-chef par intérim, il a des chances peut-être d'avoir le poste, qu'on retire l'étiquette d'intérim et qu'on lui donne le poste d'entraîneur-chef pour la saison prochaine. Bref, ça va être une victoire des Packers. Je ne crois pas que la Nouvelle-Orléans, qui est une équipe qui joue dans un stade couvert, je pense pas qu'on va se présenter à Green Bay, au Lambeau Field, avec notre équipe décimée puis causer une surprise. Puis, j'ai aimé la performance de Jordan Love dimanche soir à Seattle contre Mhm. les Seahawks. Moi, je vais avoir un gros match de la part de Love parce que moi, je trouvais que ses performances, depuis le début de la saison, personnellement, elles me laissent sur mon appétit. Mais il a vraiment bien joué maintenant. Ce qui peut coller là, deux performances solides consécutives. On va voir ça, mais Love, il n'a pas été victime d'interception lors de ses 4 derniers départs. Alors, est-ce que les Packers sont une de ces formations-là qui sont en train de terminer la saison régulière en force et qui seront à surveiller lors des éliminatoires? On va surveiller ça, mais on joue bien là du côté de Green Bay. Absolument. Ça complète également, Didier, notre tour d'horizon des matchs de la semaine numéro 16 dans le circuit Goodale. Et j'imagine qu'on va passer au tableau On va également des jeter. prédictions. Ben oui, on avait plusieurs choix différents la semaine dernière et ça m'a pété en plein visage, comme on dit. 10-6 la semaine dernière, toi, tu as été 13-3. J'étais confiant que j'allais Ouais. pouvoir réduire l'avance que tu as sur moi, mais ça a été le contraire. Mhm. Mhm. Packers 188 encore une fois, 167-57. C'est vraiment excellent quand même comme ratio.
Ben oui, il demeure en tête, hein. Il a pris la tête, la semaine dernière contre Marie, mais là, ben, il continue à être en tête, puis là, il reste juste 3 semaines, hein. Ça a commencé jeudi soir, on enregistre le podcast mercredi Mmh. matin. Il reste juste 3 semaines à la saison régulière, donc on dirait que tu vas avoir le déçu, là, quand tu as une avance de 8, ouais, de 8 matchs, là, c'est beaucoup, là, je pense. Je serai pas en mesure Cette de te semaine rattraper. Je vais sortir le drapeau blanc. Cette semaine, tu simplement les Titans, je pense, et les 49ers de différents, donc de moi. Donc peut-être, faire 2 points de plus. Tu à quoi? 8 matchs de moi en ce moment? Tu pourrais réduire l'écart à 6, ça peut être intéressant. Il va falloir que tu prennes plus de Écoute, chance, tu Didier, 8 matchs dans les d'avance avec prochaines 3 semaines. semaines à jouer, là. Ben, c'est ça, là, Ouais, 8 je sais matchs pas si je veux d'avance. On est essayer au de tenter le là. grand jeu. Tenter le Ouais, grand jeu pour ben, c'est rattraper ça, les 8. meneurs, peut-être une semaine? Ouais, Ouf, t'as un bon écart. Bonne chance. T'as un bon ouais, écart quand même. 159 contre 167. Je pense pas. Je pense pas que ça ouais. va être possible. Mais Bref, écoute, qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? exact. Bon, ben écoute, on va se tourner maintenant du côté du fantasy football parce que là, ben, les éliminatoires en termes de fantasy football se poursuivent. Alors, plus que jamais, les gens ont besoin de Les tes conseils demi-finales. là, afin de savoir s'il y a des joueurs. Ben oui, les demi-finales. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs que ça vaut la peine? Là, des joueurs. Tu sais, on vient de parler là, justement de Daddle à Dallas. C'est un joueur qui est en train d'avoir un impact sur les éliminatoires en termes de fantasy football à tous les ans. Il y a des joueurs comme ça qui sortent de l'ombre au mois de décembre. Puis là, ils permettent aux gens de remporter leur ligue de fantasy football. On va commencer avec la position de carrière. Quelle est la carrière que tu recommandes de faire jouer cette semaine? Écoutez, c'est sûr que je vais vous donner des options à la position de quart qui sont des streamers qu'on dit. C'est pas, tu sais, c'est sûr que si vous avez des Josh Allen, des Joe Burrow, c'est même pas une question. Ma Non, chronique non, pas les servirait choix à rien évidents, si je là, ouais. recommanderais ces choix-là. Je vais vous parler de Cooper Rush, des Cowboys de Dallas, parce que il a obtenu plus de 10 points, de 17 points fantasy dans 3 de ses 5 derniers matchs. Il a terminé dans le top 15 à la position dans 3 de ses 4 derniers matchs également. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Cooper Rush connaît quand même du succès. Il n'est pas si mauvais que ça. Et il est quand même payant au niveau fantasy. Pour vous donner une idée, là, il y a autant de semaines de 20 points fantasy que CJ Stroud cette saison. Puis on s'entend que Cooper Rush est partant depuis seulement la semaine numéro 11. Et lors de la semaine numéro 16, on affronte les Buccaneers de Tampa Bay qui ont accordé le deuxième plus haut total de points au corps adverse cette saison. On accorde en moyenne plus de 20 points fantasy à la position de carrière. Je pense que Cooper Rush, cette semaine, je pense pas qu'il a un plafond très élevé, mais il représente un excellent plancher pour moi. Si vous avez vraiment une problématique à la position de corps et vous avez des étoiles, des joueurs vedettes ailleurs, je pense que Cooper Rush pourrait vraiment temporiser, vous donner vraiment un plafond intéressant lors de votre semaine de demi-finale euh, fantasy. Ah, l'image des Cowboys, Cooper Rush, qui s'est replacé lors des dernières semaines. On se souviendra de son premier départ où ça avait vraiment été très difficile là, pour lui, mais il joue de mieux en mieux, là, effectivement. Alors, ouais, la défense des Boss qui peut être généreuse. Alors, peut-être que Rush pourrait vous donner un coup de main si vous n'aimez pas votre carrière partant là, que vous avez ou si vous n'aimez pas sa confrontation de cette semaine là, pour les matchs de demi-finale au niveau du fantasy football. Maintenant, quelle est la carrière que tu conseilles de garder sur le banc cette semaine? Justin Herbert, c'est vraiment pas facile. Tu te souviens, il y a pas si longtemps, Didier, on disait, mon Dieu, les Chargers se mettent vraiment à lancer davantage le ballon. Justin Herbert lançait plus de Mhm. 30-35 fois par match. Ben écoute, puis là, on se disait, le prochain mois va être vraiment excitant pour Justin Herbert. Il a affronté les Ravens, Ouais. les Chiefs, les Falcons, les Bucks. On s'est dit, mon Dieu, c'est toutes des défenses assez généreuses contre le jeu de passe, mais ça s'est pas traduit par des points fantasy. Vraiment été un échec. Même la semaine dernière, contre les Buccaneers. Ça a vraiment été pas facile du côté de Justin Herbert. 15 points fantasy, une seule fois lors des 4 derniers matchs, et on s'entend 15 points fantasy. C'est pas ça qu'on recherche au niveau de la position de carrière. On aime ça avoir plus comme plancher, comme je le dis, 17, 18, 20 points fantasy. C'est ça qu'on recherche. Pas plus de 218 verges non plus par la voie des airs à ces 4 derniers matchs. 3 passes de toucher seulement au total. Puis je pense que Justin Herbert joue blessé parce qu'il ne court plus aussi. Il y avait eu un moment dans la saison où il courait vraiment. Il utilisait ses jambes à bon escient. Oui, Là, ben, on il a est seulement ennuyé par une 13 blessure à une verges au total. cheville. Ouais. Exactement. Puis ça joue sur ses performances au niveau fantasy. 13 verges au total au sol seulement lors de ses 3 derniers matchs. Puis je me souviens d'un match là, où il avait couru pour 50-60 verges. Vraiment, c'est un guerrier, Justin Herbert, mais au niveau fantasy, des fois, le guerrier, on prendrait
C'est pas super payant être un guerrier au niveau fantasy. À la position de carrière, lors de la semaine 16, on affronte les Broncos qui ont inscrit 49 sacs du corps, premier dans la NFL. Et lors de la semaine numéro 6, lors du premier affrontement entre ces deux formations, Justin Herbert avait été limité à 230 verges par la passe et une passe de toucher, 13 points fantasy contre les Broncos. Donc, 13 points fantasy, c'est peu, c'est pas assez suffisant pour passer en finale, si vous voulez mon avis. Donc, si vous avez une meilleure option que Justin Herbert cette semaine, je vous la conseille fortement. Ouais, j'ai observé les Chargers dans les 3 prochaines semaines, là, parce que ça, c'est une équipe qui pourrait piquer du nez là, à l'approche des éliminatoires. Là. On a parlé tout à l'heure de l'absence de J.K. Dobbins, le fait que Herbert bon, joue sur une jambe ou à peu près. Ça, c'est vraiment rien pour aider On a, l'attaque de Los Angeles. Ça. on a perdu 3 de nos 4 derniers matchs, puis le match qu'on a gagné, c'est Kirk Cousins qui nous l'a donné avec 4 interceptions. Donc, tu vois, Ouais. ça va pas super bien du côté des Chargers. On a un recul vraiment au niveau des performances, je trouve. Ouais, non, c'est vrai ça, j'avais oublié. Ouais, facilement, on aurait pu avoir perdu nos 4 derniers matchs. Maintenant, en position de porteur de ballon, il y a Jerome Ford, des Browns de Cleveland, qui a connu un bon match dans la défaite des Browns contre les Chiefs la semaine dernière. Puis je pense qu'il a une bonne confrontation cette semaine. Du moins, une confrontation Préparez ma chronique, avantageuse, je devrais dire. je vais vous faire un petit secret. Je préparais ma chronique. Il faut absolument cibler la défense des Bengals. C'est vraiment une clé au niveau fantasy en ce moment. Là, je me disais, Jerry Jeudy, ça va être incroyable. Jameis Winston, on s'est dit, il a connu un dératé la semaine dernière, mais là, vraiment, il va pouvoir. La performance de 400 verges puis de 3-4 passes de toucher avec 2 interceptions, c'est encore cette semaine. Finalement, l'annonce de Mais Dorian là, est-ce que Thompson-Robinson, ça m'a Judy, refroidi. excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que Jerry Judy, qui est quoi, un des 3 seuls receveurs de passe à avoir déjà atteint la marque des 1000 verges cette année, Hmm. ou je crois qu'il est proche là, des 1000 verges, en tout cas, je vais aller vérifier pendant que tu nous parles de Jerome Ford. Est-ce qu'il va continuer de produire sans Jameis pour lui lancer le ballon? Là, la question, parce que, écoute, depuis un mois, il est sensationnel, Jerry Judy. Confidence, je suis en demi-finale dans le pool, dans le fantasy où j'ai Jerry Jeudy, puis je me pose des questions. Je fais des refreshs sur Twitter à chaque jour en disant les Browns vont revenir sur leur décision de faire de donner le départ à Dorian Thompson-Robinson, mais bon, ça va être des questions à faire, des choix des choix à faire. DK Metcalf en ce moment ou Jerry Jeudy dans mon cas. Parce que pour moi, T. Higgins sera de ma formation. Brian Thomas aussi. Il me reste Jerry Jeudy ou DK Mhm. Metcalf, ou bref. Ouais, J'ai écoute, Rome Judy, Odunze, je pense pas. 1052 verges. Ouais, Donc, il a ouais. atteint le 1000 Mais verges, rendu à 1052 verges, imagine-toi. tu dis qu'ils vont quand même devoir lancer le ballon, donc j'imagine que ça va s'en aller à Jerry Jeudy, il est dominant en ce moment. Lors du dernier match, Oui, il est partout sur le terrain. Il est vraiment dominant. Je pense qu'il est dans le top 5 maintenant au niveau fantasy également, Jerry Jeudy. Je peux pas croire. En tout cas, bref, ça va être des décisions. J'ai encore écoute, quelques il est jours là, au pour prendre ces cinquième rang. décisions-là. Il est au cinquième, il est au Ouais. cinquième rang dans la NFL au chapitre des verges par voie de réception. Là. Il y a juste Amon-Ra St. Brown, CeeDee Lamb, Justin Jefferson et Jamar Chase qui le devancent. Imagine-toi. Jerry Jeudy. Peux-tu croire? Bref. Ben, il est talentueux, c'est un ancien joueur Jerome de Ford. première ronde. Ouais. Bref, je voulais parler Ouais, parlons De de Jerome Jerome Ford. Ford. Et en absence de Nick Chubb, vraiment. Excuse-moi, je suis complètement Faut pas oublier dérouté, que là. non, non, mais c'est bon. Mais mon point, c'était que il faut vraiment. Je voulais cibler un joueur des Browns contre les Bengals. Puis je pense que Jerome Ford pourrait être un bon streamer à la position de porteur de ballon. 3 matchs de 10 points au plus en PPR là, des 4 premières semaines. Et la semaine dernière, vraiment, on a vu qu'il est explosif par moment. Une course de 62 verges pour un touché contre les Chiefs, 18,9 points fantasy. Pour moi, PPR, c'est un excellent receveur également. Donc, ça peut être payant au niveau si vous avez des pools PPR. Et justement, on affronte les Bengals cette semaine qui ont accordé le plus haut total de points aux porteurs de ballon adverses lors des 4 dernières semaines. On parle de plus de 32 points fantasy accordés. Et Cincinnati également alloue en moyenne 250 verges aux porteurs de ballon. En fait, on a un total de 250 verges alloués aux porteurs de ballon lors des 4 dernières semaines. Donc, encore là, je pense que Jerome Ford, j'ai parlé de ses mains qui sont excellentes. Je pense qu'il pourrait vraiment connaître du succès au niveau fantasy. C'est le porteur de ballon que je ciblerais dans ce match-là. On parle ici d'un porteur de ballon, un pivot ou un porteur de ballon numéro 2. Là. Je pense qu'il peut s'insérer dans un top 20 à la position, dans un top 15 peut-être
dis pas qu'il aura une performance top 5, mais je pense qu'il peut être drôlement efficace pour une formation à la recherche d'un porteur de ballon efficace en demi-finale. Ouais, c'est la défense des Bengals, c'est un buffet, là. Tout le monde peut se servir, Mhm. soit par la passe, au sol. On est tellement généreux. Maintenant, les Chiefs, bon, on en parlait tout à l'heure, l'absence potentielle de Patrick Mahomes, on va voir s'il sera en uniforme contre les Texans de Houston. Mais tu crois que ça ne sera pas une confrontation nécessairement avantageuse pour le demi à l'attaque Isaiah Pacheco? Le problème avec Pacheco, c'est qu'on croyait qu'il allait retrouver sa place de porteur de ballon incontesté, là, de vache à lait dans la champ arrière des Chiefs, mais c'est vraiment pas le cas, du moins lors des 3 premiers matchs. Il y a vraiment un partage avec Kareem Hunt qui s'est installé. Il n'a pas obtenu encore 15 portées par match. Il n'a pas franchi le cap des 7 points fantasy non plus depuis son retour. Sa moyenne de verges par course est à 3 environ. Donc ça, c'est inquiétant. C'est sûr qu'il a été blessé. Et là, justement, tu as parlé jumelé avec l'absence potentielle également de Patrick Mahomes. C'est une recette pour un désastre annoncé potentiellement. Et lors de la semaine numéro 16, on affronte les Texans qui ont accordé le quatrième plus bas total de points aux porteurs de ballon adverse cette saison. Donc, tous ces ingrédients-là me font dire que si vous avez une meilleure option qu'Isaiah Pacheco cette semaine, ça sera peut-être un conseil judicieux de le laisser sur votre banc pour votre demi-finale. Bon, on a parlé de receveur de passe en Jerry Judy, alors qu'on était supposé parler de porteur de ballon. Mais maintenant, c'est le moment est venu de dévoiler ton choix, la position de receveur. Là. Un receveur qui, selon toi, ben, doit être dans la formation partante cette semaine lors des demi-finales. Je veux donner un peu d'amour à Jalen McMillan, qui connaît vraiment une éclosion dernièrement. Il s'est vraiment implanté comme receveur numéro 2 des Buccaneers au détriment de l'ailier rapproché Cade Otton, qui lui a un rôle vraiment plus effacé depuis le retour de Mike Evans. Il a été ciblé 13 fois en 2 matchs, Jalen McMillan, 9 réceptions, 134 verges au total. Il a 3 touchés à ses 2 derniers matchs. Et lors de la semaine numéro 16, on affronte les Cowboys qui ont accordé plus de 40 points fantasy aux receveurs adverses lors des 4 dernières semaines. C'est le quatrième plus haut total dans la NFL. Jalen McMillan, on oublie parfois qu'on a parlé de Rome Odunze à l'Université de Washington, mais c'est un receveur fort talentueux qui provient de la même université également. On en avait parlé un peu avant le début de la saison qu'il pourrait connaître du succès. Il est vraiment en train de s'implanter. On parle de league winner, beau bon pas cher ici, là, de pivot à la position de receveur de passe dans des pools PPR. Jalen McMillan pourrait être un secret quand même assez bien gardé en ce moment au niveau fantasy qui pourrait vraiment porter ses fruits au cours des 2 prochaines semaines. Ouais, il profite de l'absence de Chris Godwin là, pour ben, de gagner en galon, s'améliorer, comme tu l'as dit, là, ciblé 13 fois lors de ses 2 derniers matchs. Maintenant, en Arizona, Marvin Harrison Jr., on le voit pas. Je regarde les matchs des Cards, on le voit jamais. Puis tu crois que ça vaut pas la peine là, de l'avoir dans la formation partante cette semaine? C'est difficile parce que les propriétaires de Marvin Harrison ont probablement pris Marvin Harrison avec leur choix de fin de première, début de deuxième ronde. Si vous avez Marvin Harrison dans votre formation, vous êtes potentiellement. La plupart d'entre vous n'êtes pas en demi-finale de votre pool fantasy parce que Marvin Harrison, c'est décevant. Moins de 60 verges de gains lors des 6 derniers matchs. Il a seulement inscrit 2 touchés à ses 6 derniers matchs. Puis en ce moment, Marvin Harris, bien beau le talent, le potentiel, mais on ne peut pas se permettre d'attendre. Si vous avez dans votre formation, on doit avoir des résultats maintenant. C'est ça les demi-finales. Il va falloir trouver des receveurs plus productifs. C'est sûr que l'affrontement contre les Panthers, il est alléchant, vous allez me dire. Sauf que les Panthers, j'en ai parlé vraiment tout à l'heure, on a des difficultés au sol, tandis que par la passe, on est quand même en milieu de peloton 16e contre les receveurs adverses au niveau fantasy parce que justement, les équipes prennent les devants contre les Panthers, puis on y va de jeu au sol à outrance. Je pense que ce sera une autre semaine pour James Conner pour de connaître du succès. Je pense que l'enjeu aérien, ce sera plus difficile. On a Trey McBride également qui connaît du succès. Donc, je pense que Marvin Harrison, c'est sûr qu'il va pouvoir inscrire un toucher, puis il va me faire paraître, je vais avoir l'air fou. Mais jusqu'à preuve du contraire, il ne m'a pas prouvé en ce moment, Marvin Harrison, qu'il peut connaître du succès dernièrement. Puis comme je te le dis, on est en mode résultat maintenant et on ne peut pas se permettre d'attendre. Je laisserais Marvin Harrison sur mon banc si j'ai d'autres options à la position de receveur cette semaine. En tout cas, j'espère du côté des Cardinals que finalement, cette semaine sera celle au cours de laquelle
Trey McBride va finalement inscrire son premier Ah touché oui. de la saison. Il connaît vraiment une excellente saison. Il est parmi les meneurs en position d'ailier rapproché pour les réceptions. Je pense qu'il est rendu à quoi? Plus de 800 verges par voie de réception. Il n'y a Mhm. toujours pas de touché, là, imagine-toi. Puis même la semaine dernière, on a tout fait pour lui On a donner un touché dessiné à la un porte de jeu, la ouais. zone début. Ouais, ouais, ben c'est ça, le jeu de l'option vers l'avant. Puis comme les Chiefs l'ont fait souvent lors des dernières années à Travis Kelce, puis malheureusement pour lui, il s'est fait arrêter, ça n'a pas marché. On essaie de tout faire là, pour lui remettre le ballon. Écoute, en parlant des liens rapprochés, maintenant, on va se tourner vers cette position-là. Il y a Brenton Strange, des Jaguars de Jacksonville, qui connaît de bons moments, là, bizarrement, avec Mac Jones au poste de quart. Semaine 16, on est rendu à la semaine où je vous parle de Brenton Strange. C'est quand même bizarre, mais sans faire de mauvais jeu de mots. Mais parce que Brenton Strange, en l'absence de Evan Engram, qui ne sera pas de retour au jeu cette saison, ben, il a été ciblé plus de 6 fois par match depuis le début de la saison. Il connaît du succès. Mon point, c'est il est impliqué lorsque Evan Engram n'est pas de la formation. Il a été ciblé 12 fois par Mac Jones contre les Jets. Donc, comme ailier rapproché en format PPR, il devient hyper intéressant. 11 réceptions la semaine dernière pour 73 verges. Si vous vous transposez ça en PPR, ben c'est 18,3 points fantasy quand même. C'est non négligeable pour un ailier rapproché. Et lors de la semaine numéro 16, on affronte les Raiders. Les Raiders, ça n'a pas fonctionné, Carl Pitts. J'étais un peu déçu de ma recommandation audacieuse, mais on demeure avec les Raiders. On cible les Raiders qui ont accordé le 5e plus haut total de points aux receveurs, aux ailiers rapprochés adverses cette saison. Donc, Brenton Strange, là, je parle ici d'un streamer, là. Je parle d'un ailier rapproché qui pourrait peut-être s'insérer dans le top 10 cette semaine. Brenton Strange en est un. Puis écoutez, il faut vraiment être. C'est audacieux aussi parce qu'il est quand même assez méconnu. Mais je pense qu'il pourrait surprendre cette semaine et connaître du succès avec Matt Jones au poste. Ah, tu peux toujours blâmer Kirk Cousins pour le manque de production de Kyle Pitts contre les Raiders. Ouais. Maintenant, Pat Freiermuth des Steelers de Pittsburgh. Tu crois pas que ça vaut la peine là, de l'avoir dans la formation partante cette semaine, si on a une meilleure option, bien sûr. Puis Pat Freiermuth, en plus, a inscrit un touché dans 3 matchs consécutifs, vraiment. Mais dans la vie, il faut savoir se retirer au bon moment, Didier. Il faut falloir se retirer en pleine gloire parce que je pense que cette semaine contre les Ravens, ce sera beaucoup plus difficile. Je sais que le statut de George Pickens est encore incertain, mais je crois qu'il va potentiellement jouer cet affrontement-là. Il va être sur le terrain, George Pickens, donc ça va reléguer vraiment Pat Freiermuth au rôle de second. Et je l'ai dit, la défense des Ravens accorde 145 verges allouées aux alliés rapprochés lors des 4 dernières semaines au total. C'est pas beaucoup. Lors de la semaine numéro 11 contre les Ravens, Pat Freiermuth avait été limité à 2 catchs pour 14 verges. Donc, ça avait vraiment été une mauvaise semaine. Donc, si vous avez d'autres. En fait, si vous avez. J'irais chercher Brenton Strange, puis je l'insérais dans ma formation à la place d'un gars comme Pat Freiermuth. Pour vous dire à quel point j'ai aucune confiance en Pat Freiermuth cette semaine. Ce n'est vraiment pas un duel vraiment alléchant pour lui, euh, l'affrontement contre les Ravens. Ouais, j'étais surpris de voir les statistiques de la défense des Ravens contre les ailiers rapprochés, étant donné qu'on a été tellement généreux par la passe depuis le début de la saison, mais on a du succès contre les ailiers rapprochés. En tout cas, j'ai bien hâte de voir cet affrontement-là, puis surtout, est-ce que George Pickens sera en uniforme? S'il est là, ben, ça va peut-être donner un coup de main à Freiermuth, mais pas de chance à prendre lorsqu'on est rendu en demi-finale. Il Mhm. faut y aller avec nos meilleurs joueurs, nos joueurs qui ont des confrontations avantageuses. Alors, on parle de match sans lendemain là, en termes de fantasy football. Écoute, Marc-André, on a fait le tour. Je te remercie de ta contribution pour l'épisode du podcast. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Yes! Alors, on va maintenant se tourner vers les questions que vous nous avez envoyées dans le cadre de la Minute des fans. On a reçu une question par vidéo, une autre par courriel. Alors, comme à toutes les semaines, je vous invite à nous envoyer vos questions. L'adresse courriel du podcast est simple, c'est le sac du car à commercial gmail.com. Le sac du car à commercial gmail.com. Alors, première question que j'ai reçue, oui, par courriel venant de William Gonzalez. Il me dit, salut. Est-ce que tu crois que Travis Hunter va pouvoir continuer à jouer à deux positions
dans la NFL. Travis Hunter, si vous ne le connaissez pas, ben, il est le récipiendaire du trophée Heisman. Il a reçu le précieux trophée samedi dernier à New York. C'est tout un joueur de football. Il joue pour les Buffaloes de l'Université du Colorado. Il joue à deux positions. Il joue à la position de demi de coin et également à celle de receveur de passe. Et puis, par le passé, quand on voyait des joueurs comme ça qui jouent à deux positions, il y a toujours une position au cours de laquelle ils jouent plus. Mais si je me souviens bien des statistiques de Hunter, il a pris part à 85 je crois, des jeux de l'Université du Colorado. Mais je parle des jeux au complet, là, autant en attaque qu'en défense. Alors, c'est vraiment un joueur qui est extrêmement polyvalent. Toutefois, du côté de la NFL, est-ce qu'il va pouvoir continuer de faire ça? Je ne crois pas. Pas parce qu'il n'est pas assez talentueux, mais le calendrier est tellement rigoureux. Puis là, de jouer comme ça à deux positions, éventuellement, il va se blesser. Là. S'il continue de faire ça du côté de la NFL, il va ajouter du kilométrage à ses jambes, à son corps très rapidement. Alors, ce ne serait pas une bonne chose. Alors, je ne crois pas qu'il va jouer à deux positions dans la NFL. William, si j'étais lui, je jouerais à la position de receveur de passe parce que c'est là qu'on est le mieux payé. À la position de receveur, c'est plus facile de faire sauter la barre. Mais j'ai bien hâte de voir à quelle position il va jouer dans la NFL. Puis si une équipe sera ouverte à l'idée de l'utiliser autant à la position de demi de coin que celle de receveur de passe. Alors, William, je te remercie pour la question, d'avoir de nous envoyer cette question. Alors, ce matin, on est vers une question portant les alouettes qu'on a reçues par vidéo. Bonjour Didier. Ma question est la suivante. Parmi la liste des joueurs autonomes dans la Ligue canadienne, est-ce qu'il y a des noms qui ont peut-être retenu ton attention? On parlait de peut-être aller chercher un chasseur de corps. Est-ce qu'il y a un ou deux noms possibles là, qui pourraient être intéressants pour Danny Machocha? Ou on serait peut-être mieux d'aller trouver une autre alternative, aller voir à l'extérieur ou un joueur canadien? Merci. Ben, merci à toi, Jonathan, d'avoir pris le temps d'enregistrer cette vidéo et d'afficher tes couleurs des Ravens de Baltimore. Écoute, du côté des chasseurs de cartes, c'est un besoin criant. Là. Du côté des Alouettes, bon, il y a le Canadien Asia Academy Berkloud qui a connu vraiment une bonne saison. Il a été le joueur canadien de l'année du côté des Alouettes, mais on n'a jamais été en mesure, finalement, là, de remplacer la perte de Sean Lemon là, du côté de Montréal. Alors, je regardais la liste de joueurs autonomes potentiels. Il reste beaucoup de temps. Hein. Le marché des joueurs autonomes du côté de la Ligue canadienne va commencer le 11 février. Donc, il y a beaucoup de temps pour les équipes afin d'en venir à une entente avec leurs joueurs autonomes potentiels. Mais il n'y a rien vraiment qui m'a sauté aux yeux. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de joueur que je me suis dit, hey, ça, Danny Machocha devrait faire des efforts afin de mettre ce joueur-là sous contrat absolument. Alors, ça va être assez dépisteur de trouver des ailiers défensifs. Des Américains qui sont capables de presser les carrières adverses à la position de chasseur de quart. Moi, je crois vraiment que c'est du côté-là qu'on devrait se tourner, surtout que les Alouettes, les dépisteurs des Alouettes ont fait de l'excellent boulot. Danny Machocha fait vraiment un bon travail depuis qu'il est en poste afin de dénicher des joueurs de talent américains, notamment la position de receveur de passe, que ce soit Austin Mack, que ce soit Rambo, Snead. On en a trouvé, là. Donc, j'espère que c'est un mandat prioritaire pour Danny Machocha et ses dépisteurs, mais je pense que de prendre cette voie-là serait peut-être mieux que de miser sur le marché des joueurs autonomes afin de trouver des chasseurs de quart. Alors, Jonathan, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de nous enregistrer cette question par vidéo. Je vous invite à imiter, oui, Jonathan, et à me faire parvenir vos questions par vidéo à l'adresse courriel le sac du quart à commercial gmail.com. Alors, j'espère que cet épisode du podcast vous a plu et je vous reparle la semaine prochaine.